Bien le bonjour camarades. Alors avant tout, j'aimerais vous remercier pour les 50 abonnés que nous avons atteints. C'est le premier pas sur la chaîne qui est vraiment très important à regarder et qui est un bon début. Même si évidemment c'est surtout grâce à la vidéo de Donald Trump qui m'a fait passer directement de 35 abonnés à 45. Alors si vous pouviez refaire ça pour cette vidéo, ce serait génial. Si je gagnais 10 abonnés en vidéo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la guerre d'Afghanistan. Alors je parle de la guerre d'Afghanistan soviétique, donc de 1979 à 1989. Alors avant en Afghanistan, on avait une monarchie constitutionnelle qui était dirigée par le roi Mohammad Zahir Shah jusqu'au 17 juillet 1973, date auquel un coup d'État est organisé par le cousin du roi Mohammed Daoud Khan. Il proclame une république et se nomme président. Le coup d'État va surtout fonctionner grâce au soutien soviétique. Et le roi, enfin le président anciennement cousin du roi, va même aller jusqu'à nommer plusieurs ministres communistes, 7 au total. Alors ensuite, il va lancer de grandes réformes modernes, comme le droit des femmes, la réforme agraire et l'alphabétisation, surtout dans les campagnes. Mais le plus gros changement sera une désislamisation rapide, ce qui ne va pas du tout être accepté et qui va provoquer une révolte islamique le 22 juillet 1975, 2 ans donc après la prise du pouvoir. Ça ne sera évidemment pas la dernière révolte islamiste. Il faut savoir que donc les musulmans pratiquants le voyaient comme un athée. Mais bon, son pouvoir va vaciller quand, en 1977, le président de la République afghane se détourne de l'Union soviétique et va même envoyer l'armée contre un congrès du Parti communiste afghan. Il va tuer beaucoup de membres du parti, mais les cadres survivants vont aller chercher des adhérents partis qui sont militaires de formation et vont organiser un coup d'État mené par le révolutionnaire Nour Mohammad Taraki, quelqu'un qui va être très important et que je vais maintenant appeler Taraki. À ce moment-là, le parti communiste afghan, qui s'appelle d'ailleurs le Parti démocratique populaire afghan, est divisé en deux. Les modérés, parti du peuple, le parti de Taraki, celui qui vient de prendre le pouvoir, et les radicaux, avec Hafizullah Amin, que nous appellerons Amin, et qui sont donc les extrémistes. Alors les soviétiques soutiendront Taraki, donc les modérés, qui deviendra président, et Amin, son rival plus radical, sera premier ministre. Et tout va bien fonctionner jusqu'au 14 juillet 1979, où Amin va assassiner son président, qui est donc son rival, et qui va prendre le pouvoir, ce qui va à l'encontre des plans soviétiques. Moscou va donc décider d'envoyer l'armée en Afghanistan le 24 décembre 1979, donc 2 mois après l'assassinat. Et ils vont assassiner donc Amin et le remplacer par Bakra Karmal, qui est plus sûr selon le KGB. Alors les soviétiques pensaient gagner la guerre en quelques mois, mais au fil du temps, ils ne vont faire qu'augmenter leur passant de 85 000 hommes en mars 1980 à 120 000 hommes en 1983. L'armée rouge va utiliser massivement sa puissance de feu aérienne, et les moudjahidines, qui sont soutenus et armés par les Occidents, surtout par les États-Unis, vont progressivement prendre le contrôle de la majorité du territoire. Au moins 80%. Mais les communistes contrôlaient les grandes villes, ainsi que les axes qui donnaient la frontière avec l'Union soviétique. Ils contrôlaient donc l'Afghanistan utile. Ça va rester comme ça jusqu'à à peu près tout le conflit, et de toute façon c'est pas mon but de vous détailler les combats. Alors en 1985, les premières négociations avec les États-Unis ont lieu. La proposition soviétique est simple. Les soviets retirent leurs troupes, et les Américains arrêtent de financer les moudjahidines. Mais malheureusement, l'administration Reagan va refuser. Alors en 1986, Mohamed Najibullah va remplacer Karmal. Karmal sera donc le dirigeant afghan communiste ayant régné le plus longtemps. Alors dès son arrivée au pouvoir, Gorbatchev évoque publiquement un retrait des troupes. Et c'est à partir de janvier 87 que les soviétiques ne participent plus au combat et qu'ils commencent même à rentrer leurs troupes, se contentent juste de laisser l'effort de guerre à l'armée afghane, largement modernisée et bien entraînée, mais peu fiable. Alors dans l'été 87, une vaste opération de bombardement a lieu en direction de Kandahar, entraînant la prise de la ville de Khost en décembre par un régiment soviétique. Cela va permettre aux Russes de quitter le pays sur une victoire. En février 88, Mikhail Gorbatchev va définitivement retirer les troupes. La trêve devient effective un an plus tard, le 15 février 89, date de la fin du retrait soviétique d'Afghanistan. Alors, Mohammad Najibullah sera le dernier dirigeant afghan marxiste. Il perdra le pouvoir en 92, c'est-à-dire après la fin de l'Union soviétique,
On ne peut donc pas considérer que c'est vraiment une défaite militaire soviétique. Mais bref, le 9 avril 1992, l'Alliance du Nord entre dans Kaboul avec plusieurs milliers d'hommes. Le 28 juillet, Burhan Rabbani, musulman modéré du Jamiat et Islami, est nommé président intérim, puis élu chef du gouvernement en décembre. De 1992 à 1995, un gouvernement issu de la résistance laïque afghane prend le pouvoir. Et à partir de 1994, les talibans conquièrent peu à peu les différentes provinces du pays. Et le 27 juillet 1996, les talibans prennent Kaboul, la capitale afghane, financée par les Saoudiens et les Pakistanais. Quelques années plus tard, les USA vont ressentir les conséquences de leur acte.